Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Astrid. Bonjour Carole. Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do. Aujourd'hui, on va parler des blocages inconscients qui sabotent nos relations. Donc c'est un sujet qui va, je pense, intéresser beaucoup de monde et j'ai hâte que tu nous partages ton expérience autour de ce sujet pour donner, tu vois, des conseils, apporter des clés pour permettre aux personnes qui vivent ce genre de situation de pouvoir sortir de ce schéma. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Et bien sûr, déjà merci de me recevoir sur ton podcast et je suis ravie aussi de pouvoir partager tout ça et d'apporter des conseils et des tips aux personnes qui écouteront ce podcast. Donc moi, je m'appelle Astrid Clément, j'ai 35 ans et je suis coach en relations amoureuses et voilà, j'accompagne les personnes à être heureuses en amour. D'où la marque que j'ai créée s'appelle Mission Bonheur et le programme d'accompagnement phare que je propose s'appelle Bonheur en amour pour aller vraiment dans le vif du sujet. Voilà, donc j'accompagne les personnes célibataires et aussi les personnes en couple. Alors effectivement, mon programme, il est initialement proposé aux personnes célibataires qui désirent vivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un qui leur correspond vraiment pour que ça puisse fonctionner dans la joie et que ça puisse durer dans le temps. Voilà. Et puis après, pour les personnes en couple qui vivent des relations dans lesquelles ils sont pas complètement épanouis ou qui a des petites choses qu'ils voudraient régler. Donc j'accompagne aussi en fonction des besoins. Super, écoute, merci beaucoup et je mettrai ton compte Instagram dans la légende du podcast pour que les personnes qui souhaitent découvrir ton univers et tes accompagnements puissent te retrouver. Avant de commencer, je pose toujours cette question au début des interviews et je pense que c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue, sachant que justement tu as fait de l'amour ton métier. Quand tu étais petite, c'est quoi pour toi ta vision de l'amour et comment tu vois ta vision elle a évolué au fil du temps? Alors moi, l'amour, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de beau, un peu de merveilleux. Pour t'expliquer un peu mon contexte familial, moi j'ai grandi dans une famille, des parents qui sont mariés encore aujourd'hui. Dans ma famille, tout le monde est marié et reste marié toute sa vie. Donc voilà, c'est le contexte dans lequel moi j'ai grandi. Moi, l'amour, c'est quelque chose qui est beau, c'est deux personnes qui s'unissent, qui créent des projets, qui avancent dans la vie, qui donnent peut-être des enfants pour ceux qui le souhaitent. Donc moi, c'est vraiment la vision que j'avais. Et puis, ayant connu l'amour assez jeune, au final, pour moi, c'est vraiment les papillons dans le ventre, j'allais dire, quelque part. En tout cas, cette émotion qui est à la fois excitante et en même temps qui a été pour moi depuis mon enfance assez stressante, on va dire, paralysante par ailleurs. Puisque quand j'étais jeune, moi j'ai vécu mon premier amour quand j'étais à l'école primaire et pendant toutes les premières années de ma vie jusqu'à ma bonne adolescence, jusqu'à mes 16-17 ans, je vivais vraiment l'amour de façon cachée. J'étais amoureuse de garçons, mais je le disais pas, ça se savait pas, et je le gardais pour moi avec ce côté amour inaccessible, irréalisable. Mais en le ressentant au fond de moi. Voilà. Et comment ça a évolué? Aujourd'hui, pour moi, l'amour, c'est toujours quelque chose qui est fondamental dans la vie. C'est ce qui nous construit. J'allais dire l'amour avec un grand A. Nous construit, c'est la base de tout. Et puis, l'amour partagé, je pense que c'est aussi l'accomplissement qu'on a tous envie en tout cas pour la plupart d'entre nous, qu'on a envie d'atteindre. Complètement. Et du coup, aujourd'hui, tu as fait de l'amour, du coup, ton métier. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach en amour? Est-ce qu'il y a eu des moments déclencheurs dans ta vie ou des expériences personnelles qui t'ont donné envie de te lancer dans ce métier que tu fais aujourd'hui? Oui, alors il y a eu pas mal d'événements en parallèle qui se sont passés, mais pour simplifier un petit peu l'idée, en fait, j'ai fait un burn-out il y a quelques années, en 2018 plus précisément. Et de là, j'ai vraiment fait une grosse introspection, un gros travail sur moi en profondeur. Et de fil en aiguille, j'ai cherché en fait à comprendre quelle était ma mission de vie, pour quelles raisons j'étais ici, qu'est-ce que j'avais à apporter aux gens et qu'est-ce que je faisais. C'était quoi mon don au final. En travaillant sur ça, j'ai découvert que mon don c'était d'accompagner les gens, de les aider d'un point de vue émotionnel, à être heureux de façon générale et plus particulièrement en amour, puisque c'est aussi un chemin que j'ai parcouru sur l'aspect amoureux moi-même. Et donc il y a eu des événements aussi amoureux dans ma vie qui m'ont fait dire que voilà, l'amour c'est beau, mais c'est pas suffisant pour être vraiment heureux.
Donc, quand on est amoureux, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas complètement heureux forcément dans une relation, même si l'amour est là, partagé? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est peut-être cette personne-là, elle te correspond pas vraiment. Et même s'il y a de l'amour, ça peut pas fonctionner de façon saine, c'est-à-dire en faisant que les deux se sentent bien. En fait. L'amour devient à ce moment-là douloureux parce qu'il est là, il a envie d'être vécu, mais en même temps, il est vécu dans la douleur d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. Donc ça a été vraiment cette réflexion-là qui s'est mise en place pour moi pour en arriver ici et à faire l'amour de mon métier. Ok, et bah, je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est hyper intéressant. C'est que des fois, l'amour, tu vois, dans une relation, il n'est pas suffisant pour construire justement quelque chose de sain. Et ça va faire aussi partie, bah, je pense, de notre discussion aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, on va parler des blocages inconscients. Mais je pense que par rapport à ce que tu disais et par rapport à toute l'introspection que tu as pu vivre et qui a fait qu'aujourd'hui tu fais coach en amour de ton métier, c'est que bah, parfois dans des relations, soit avant de se mettre en relation, soit pendant la période où on va commencer notre relation, on va avoir des peurs qui vont soit nous empêcher de construire une relation avec quelqu'un, ou alors de, tu vois, comme on dit, bah, saboter la relation parce que on a des peurs, parce que on sait pas comment agir face à certains blocages qu'on peut avoir, etc. Exactement. Puis on pourra aller plus loin sur ça, il y a encore plein de choses à te raconter. C'est trop bien parce que c'est l'objectif de cet épisode aujourd'hui. Pour commencer par rapport à ce sujet-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est un blocage inconscient en amour? Alors, on va prendre j'allais dire les deux mots, tu vois, séparer blocage et inconscient. Je pense que ce sera la façon la plus simple d'aborder les choses. Un blocage, c'est un élément qui va bloquer ton avancement vers un objectif. Si on parle de l'amour comme objectif, bah, j'ai envie de trouver l'amour, de vivre une relation qui fonctionne, qui soit saine et durable, et qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas, que tu saches pourquoi ou pas, hein, bah, c'est qu'il y a un blocage. Donc un blocage, c'est ça, c'est quelque chose qui va t'empêcher d'arriver à quelque chose que tu désires vivre. Que ce soit selon toi ta faute ou la faute de l'extérieur, peu importe, en tout cas c'est quelque chose qui t'empêche. Ça c'est le blocage. Inconscient, ça veut dire que c'est quelque chose dont tu n'as pas conscience. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je vais faire une petite référence à Titanic, tu vois un peu un iceberg, comment c'est fait. Ouais. T'as la partie immergée de l'iceberg et la partie émergée de l'iceberg. Donc la partie qu'on voit, qui est au-dessus de l'eau, c'est en fait, on va dire, comme si ça représente le conscient du cerveau, et la partie qui est en dessous de l'eau, c'est ce qui représente l'inconscient. La partie consciente, donc la partie immergée de l'iceberg, c'est 10%. Donc ce qui veut dire que l'inconscient représente 90% de notre cerveau. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Parce que si tu prends le cerveau global, c'est ça qui gère ta vie aujourd'hui. Comment tu vas, les choix que tu vas prendre, les décisions que tu vas mettre en place, les actions que tu vas faire. C'est-à-dire que toutes les actions que tu vas faire, tous les comportements que tu as, toutes les réactions que tu as, elles sont liées, et ben au final, à 90% à ton inconscient, donc c'est-à-dire à des choses que tu ne connais pas de toi, que tu ne sais pas qu'elles existent. Toi, tu connais juste les 10%, mais en réalité, c'est tout le reste qui va impacter réellement dans ta vie. Donc un blocage inconscient, c'est ça, c'est un blocage qui se trouve dans une partie de toi que tu ne connais pas, que tu n'arrives pas à voir. Et donc, c'est souvent là le problème, c'est-à-dire qu'un blocage inconscient, c'est difficile à dépasser, parce que tu te dis bah j'arrive pas à atteindre mon objectif, j'arrive pas à trouver l'amour, j'arrive pas à avoir une relation saine, j'arrive pas à être heureux en amour, hein, on va globaliser. Mais au final, je sais pas vraiment pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Ou bien peut-être j'ai des idées, mais au final, ça me permet pas d'avoir des idées ou essayer de comprendre. Peut-être que j'ai fait quelques thérapies, j'ai réussi à toucher du doigt certaines choses, mais au final, bah le résultat il est toujours le même. Donc un blocage inconscient en amour, c'est ça. C'est un élément qui va faire que tu n'arrives pas finalement à te déployer complètement dans ta vie amoureuse et sur laquelle tu n'as pas réellement la main aujourd'hui tout seul. Merci pour cette définition et je pense que on a peut-être, alors je sais pas si tout le monde a des blocages inconscients, tu vois, notamment en amour. En tout cas, moi, ça me parle énormément parce que je l'ai vécu. Du coup, bah, j'ai hâte d'approfondir le sujet pour justement bah, donner des clés aux personnes pour qu'elles puissent justement peut-être réussir à au moins peut-être identifier qu'elles ont des blocages inconscients et aussi de travailler là-dessus pour justement peut-être les débloquer ou en tout cas faire un premier travail pour améliorer leur situation. Tu vois, ça va être peut-être de justement ces blocages-là qui vont empêcher de vivre une vraie relation saine, par exemple. Il existe des dizaines de blocages inconscients. C'est quoi pour toi les blocages inconscients qu'on peut connaître généralement en amour? Et est-ce que tu peux nous les partager et nous dire, nous donner quelques exemples pour qu'on puisse vraiment bien les comprendre? Bien sûr.
Alors bon, déjà pour commencer sur ça, des blocages inconscients, il y en a autant que de personnes qui existent sur Terre. Donc déjà, voilà, chacun a ses blocages, chacun a ses spécificités. Et là, je vais parler de généralités qui vont peut-être parler à certaines personnes, peut-être pas à d'autres, parce qu'on est tous uniques, différents, on a tous notre vie, notre histoire. Donc évidemment que le travail, en tout cas que je fais avec mes clients, il est vraiment personnalisé. Et donc là, on va essayer de déblayer les choses qu'on voit le plus souvent. Mais encore une fois, si vous vous retrouvez pas complètement là-dedans, essayez de voir ce qui vous parle le plus ou ce qui s'en rapproche le plus. Alors déjà, pour moi, j'allais dire les 3-4 blocages principaux, je vais commencer par la peur. Je vais t'en décrire plusieurs, mais on en parlait un petit peu tout à l'heure. Hein. La peur, très souvent, je vais t'en donner peut-être 3 qui ressortent très très souvent. La peur de l'abandon. La peur de l'abandon, ça a des effets sur tes réactions et tes comportements en amour. D'accord? Donc tu vas être très anxieux, tu vas attendre beaucoup de l'autre, qui te donne des choses, qui te prouve les choses, qui te rassure. Tu vas avoir des comportements potentiellement auto-saboteurs aussi dans la relation pour avoir ce besoin de... Donc tu cherches vraiment à contrôler l'autre parce qu'il y a cette peur de l'abandon. Encore une fois, il y a des personnes qui sentent, soit on fait un travail sur elles, soit qui sentent au fond d'elles qu'elles ont cette peur-là. D'autres personnes qui vont dire, qui l'ont, hein, mais qui vont dire, ah, pas du tout, je suis pas concernée. C'est qu'elles sont bien dans l'inconscient. Et parfois, plus tu te dis que t'es pas concerné, plus tu dois regarder ici. Voilà. Parce que parfois, ton cerveau aussi, il cherche à te protéger. Il va dire, ça me concerne pas du tout. Si t'as vraiment cette réflexion-là, ok, penche-toi comme dessus. Donc la peur de l'abandon est répandue, donc il y a aussi pas mal de gens qui vont la ressentir, c'est la plus facile. C'est en tout cas une peur qu'on ressent, que la plupart des gens arrivent à mettre le doigt dessus parfois, en tout cas. Et est-ce que cette peur de l'abandon, c'est celle aussi qui peut engendrer, tu vois, des relations avec de la dépendance affective ou c'est pas cette peur-là? Complètement. Donc j'allais en parler aussi. Du coup, la dépendance affective, c'est un blocage énorme, mais alors qui est lié effectivement à cette peur de l'abandon, qui peut être lié à d'autres choses aussi. Hein. Encore une fois, ça dépend de plein de choses, mais principalement, on est sur ça. Et effectivement, la dépendance affective, c'est quelque chose qu'on voit chez beaucoup de personnes, plus ou moins. Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas conscience. Il y a beaucoup de personnes qui ont conscience qu'ils ont eu par le passé de la dépendance affective et qui pensent avoir guéri et qui se disent « Moi, c'est bon, j'ai plus de dépendance affective ». Mais attention, parce que la dépendance affective, ça a un deuxième effet qui se coule. Donc, quand tu penses avoir guéri, t'es passé de l'autre côté. Donc, t'as des comportements qui sont à un autre niveau, mais qui sont aussi symptomatiques de la dépendance affective, mais à un autre endroit. Donc, ils peuvent être complètement inverses à ceux d'avant, mais qui vont être dans un extrême aussi, qui vont te créer un nouveau blocage. Donc ça, je le précise aussi parce que pour les personnes qui ont déjà travaillé sur elles, ça, c'est vraiment difficile à entendre. Dire, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà dépassé ça. Donc c'est réglé et en fait parfois ça recrée d'autres blocages parce que y a un équilibre à trouver, il y a des choses à mettre en place et une guérison à faire plus profondément encore. Parce que parfois des personnes qui pensent avoir guéri la dépendance affective, je suis très bien tout seul et puis ils n'arrivent pas à créer des relations qui durent, à créer un lien, en tout cas avec des personnes avec qui ça fonctionne, mais ils disent mais c'est pas grave, je le vis bien. Oui, mais t'arrives toujours pas à créer de relations au final. Donc voilà, à partir du moment où ton objectif il est pas atteint, c'est qu'il y a toujours le blocage. Même si tu te dis dans ta tête, c'est pas grave, je préfère être seule, je le vis bien. En réalité, au fond de toi, tu sais très bien que c'est pas ça ton rêve. J'entends. Et du coup, ensuite, les autres blocages? Donc les peurs, donc juste pour te citer d'autres peurs, peut-être qui parleront aussi aux gens. Donc pour les peurs, on a la peur de souffrir. Très souvent, hein, des gens qui ont du mal à se remettre dans une relation, des relations qui ne durent pas. Parce que inconsciemment, même s'ils ont envie, hein, ils ont très envie de trouver quelqu'un, ils sont dans cette démarche, etc. Mais ils ont vécu de telles souffrances émotionnelles que leur cerveau, la partie inconsciente, bloque, va faire en sorte que rien ne fonctionne. Donc consciemment, tu te dis mais pourquoi ça fonctionne jamais, ça va pas, je suis pas content et tout. Mais ton inconscient, lui, il le fait exprès. Hein. Il a tellement peur de souffrir à nouveau que du coup, c'est aussi une raison qui peut expliquer de pourquoi ça fonctionne pas. Il y a la peur de souffrir, la peur du rejet, la peur de la trahison, hein, qu'entraîne la jalousie par exemple dans les relations, etc. Et donc là, ça peut vraiment faire capoter une relation dès le début ou pendant, peu importe jusqu'à quel point la personne en face accepte, mais voilà. Et la peur du rejet, ça va empêcher les gens de rentrer en contact, de créer du lien, de se laisser approcher aussi. Oui, parce que du coup, on va pas oser. En fait, on a tellement peur que les autres nous rejettent qu'on va même pas aller vers eux, c'est ça? Exactement. Très souvent, après, encore une fois, c'est des généralités. La peur du rejet, elle peut s'exprimer à d'autres moments
Dire tiens, j'ai dépassé ma peur, j'ai réussi à rentrer en contact et puis bim, dans la relation, elle se montre à un autre moment. Hein, donc ça peut, ça va dépendre aussi du niveau d'évolution. Donc ça, c'est, je dirais, les premiers blocages principaux, c'est les peurs. Ensuite, je dirais le manque d'amour de soi. Alors ça, c'est souvent très très inconscient. Parce que moi, la plupart des personnes avec qui je travaille sont des personnes qui, très souvent, c'est des gens qui sont, qui ont déjà fait un travail sur eux, même parfois des thérapeutes, des coachs sportifs, enfin des personnes, tu vois, qui ont vraiment qui sont sur le devant de la scène, des cadres, etc., des gens qui ont des relations sociales. Et quand ils se disent amour de moi, parfois ça leur parle pas, parfois ça leur parle, parfois pas du tout. Ils pensent qu'ils ont confiance en eux, que tout va bien. Donc là, c'est là aussi où c'est quelque chose de très inconscient. Le manque d'amour de soi, ça va être quelque chose qui a été ressenti, un manque d'amour qui a été ressenti très souvent durant l'enfance. Donc ça peut être dans des moments dont que tu te souviens ou que tu te souviens pas, dont tu as conscience ou dont tu n'as pas conscience. Donc ça, c'est encore une fois, c'est voilà, ça peut être très subtil, très touchy à aller chercher. Donc ça demande vraiment d'être accompagné pour aller le voir. Pour donner un peu des idées de comment ça peut se concrétiser ou comment des personnes peuvent réussir à le sentir un peu plus facilement. Des personnes qui vont se dire, dans leur relation par exemple, qui vont avoir l'impression de toujours passer en deuxième, de jamais être la priorité. Qui vont dire ouais mais tu me fais jamais passer en priorité, c'est toujours les autres avant moi, etc. etc. Ça c'est typiquement des situations qui ramènent à une problématique d'amour de soi. Alors moi le lien je le fais directement parce que c'est mon expertise. Évidemment je me rends bien compte que le lien il est pas direct pour les personnes qui vont peut-être nous entendre, mais en tout cas des personnes qui vont arriver à se dire par leur relation je suis pas important ou je suis pas important pour l'autre, je suis pas assez bien pour que il se passe ça. Je me sens transparent, je me sens inexistante. C'est ce que finalement leurs relations vont leur renvoyer à certains moments. Et ils vont dire ouais mais là j'en ai marre, je me sens pas respectée parce qu'il me prend pas en considération. Ça c'est vraiment des symptômes qui peuvent vous indiquer que y a une problématique inconsciente à ce niveau-là. Il faut aller travailler. Donc ça c'est un point qui concerne l'équivalent de 100% de la population, selon mon estimation, après plus ou moins bien sûr, mais voilà. Et ensuite, le troisième blocage principal, c'est les croyances limitantes. Donc une croyance limitante, c'est une pensée qu'on a et qu'on pense être vraie. On est persuadé que c'est la vérité et en fait, tout notre fonctionnement, nos actions, nos réactions sont basées sur cette croyance-là. Or, cette croyance, elle n'est pas vérifiée. C'est-à-dire, je donne un exemple, il y a des personnes qui vont penser dur comme fer, tous les hommes sont infidèles. Et du coup, forcément, dans leur comportement, elles vont agir d'une certaine façon que, par exemple, elles vont pas aller vers les hommes. Ou bien elles vont aller vers des hommes infidèles, puisque de toute façon, elles sont persuadées que tous les hommes sont comme ça. Donc, finalement, elles vont être attirées par ça, au fond, sans s'en rendre compte. Mais la finalité, ça va être ça. Elles vont continuer à rencontrer dans leur vie que des gens comme ça. Parce qu'elles ont cette croyance-là qui est implantée en elles. Après, des croyances limitantes, il y en a, il y en a des milliards. Hein, mais si je peux donner quelques exemples qui pourraient parler, j'ai entendu aussi récemment, les femmes bien, ça n'existe plus. Ça a des hommes qui m'ont dit ça. Où c'est dur de trouver une femme qui soit loyale ou tu vois des choses comme ça. Il peut y avoir des croyances aussi qui se créent justement après une thérapie, après avoir lu beaucoup de livres, fait du développement personnel. Moi c'est bon, je suis guérie, j'ai plus de problème. Ça c'est des croyances limitantes aussi parce que tant que t'as pas atteint ton objectif entre guillemets, tant que t'as pas réalisé ce que tu voulais dans ta vie amoureuse et que tu penses qu'il y a pas de problème, c'est que t'as des croyances limitantes aussi. Et est-ce que par exemple, tu vois, de te dire je suis pas capable de trouver l'amour ou je suis pas capable de construire une relation sérieuse, ce genre de choses, ça fait partie aussi des croyances limitantes? Tout à fait, exactement. Je suis pas capable. Alors tu vois, c'est très lié, ce type de croyance limitante, c'est très lié à un problème d'amour de soi, hein. Un manque d'amour de soi, c'est très lié, mais effectivement, c'est les deux sont imbriqués l'un avec l'autre. Donc je suis pas capable de pouvoir vivre une relation d'amour durable. Je suis pas capable d'attirer quelqu'un qui est bien. Je suis pas assez bien pour les autres. Je suis pas assez belle. Je suis trop grosse. Hein, je prends pour les femmes qui ont des complexes au niveau du corps. Ça peut être pareil pour les hommes. Hein, je suis pas assez beau, donc de toute façon. Alors ça, je l'ai beaucoup au niveau des hommes. Je suis pas assez beau, donc il faut que j'ai beaucoup d'argent. Tu vois, où les femmes sont que intéressées par l'argent. Et donc du coup, ça, c'est vrai que je l'ai beaucoup remarqué. Ça dépend quel type d'homme, mais ça revient assez souvent. C'est une certaine catégorie. Donc voilà, il y en a des millions en fait. Donc tous les types de pensées comme ça. Ça peut être des pensées qui sont soit dirigées vers toi, donc je suis pas assez, je suis trop, je demande trop aussi, je suis trop exigeante. Ça aussi, c'est des croyances limitantes hein, qui sont très très généralisées. Hein. Et ça, les croyances, elles sont très liées à ce que les gens t'ont dit souvent. Tu vois, moi, très souvent, enfin, longtemps dans ma vie, j'ai cru que j'étais trop, trop exigeante et que j'en demandais trop. Pourquoi? Parce qu'on m'a répété ça toute ma vie.
tout mon entourage, mes parents, mes amis, mes petits amis, oh tu demandes trop. Donc j'ai toujours pensé que je demandais trop et je pensais que c'était tout à fait normal, que c'était moi le problème. Et effectivement, le problème au fond, c'était moi. Mais il n'était pas exactement là où je pensais. J'étais pas trop, mais c'était ce qu'on m'avait renvoyé toute ma vie. Donc voilà, les croyances limitantes, elles sont beaucoup liées à ce que tes parents ont pu te dire, l'éducation, la culture, ce que tu as pu entendre beaucoup, ce que tu vois chez tes amis, chez toi. Et elles sont soit dirigées vers toi, c'est-à-dire je suis, pas assez, trop, etc. Ou bien sur le monde. Ah bah, de toute façon, aujourd'hui, c'est difficile, de nos jours, c'est difficile de trouver l'amour, par exemple. Oui et je pense que alors il y a 2 choses, enfin, je rebondis sur 2 choses, c'est qu'il y a certaines croyances, je pense, qui arrivent aussi au cours de notre vie, de par, ce qu'on entend, tu vois, à la télé ou sur les réseaux sociaux et cetera, tu vois? Par exemple, tu vois, quand tu dis: «Oui, les femmes, elles aiment l'argent», ce genre de choses, tu vois? C'est peut-être des choses qu'on va lire, tu vois, sur les réseaux sociaux, par, les hommes et inversement, on va être, exposé à des histoires, de relations infidèles et cetera et du coup, on va se dire: «Ah bah, en fait, les hommes fidèles n'existent plus», ce genre de choses. Enfin, on va faire des généralités de quelques histoires qu'on va entendre autour de nous. Donc il y avait ça et la deuxième chose aussi sur laquelle je voulais rebondir, c'est, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis, qu'il y a 2 choses, c'est que les peurs et les croyances des hommes sont différentes de celles des femmes et est-ce que tu peux juste nous faire un petit point sur, cette différence-là? Parce que je trouve que c'est assez intéressant de savoir, tu vois, les pensées que peuvent avoir, les hommes et les femmes par rapport à leurs relations amoureuses et justement leur blocage. Alors c'est intéressant ta question parce que très souvent, moi, c'est une question qu'on me pose souvent et qu'on me demande, et même dans les podcasts que j'ai tournés, oui, mais il y a une différence entre les hommes et les femmes, etc. Bien sûr qu'il y a une différence parce qu'on n'a pas du tout le même rôle à jouer dans la relation, dans le sens où chacun, culturellement, a son positionnement. Il y a plus d'attentes sur les hommes pour faire le premier pas, par exemple. Ça, culturellement, c'est une réalité, dans l'inconscient collectif en tout cas. Donc, il y a un positionnement différent et en même temps, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Pourquoi? Parce que de façon superficielle, il peut y avoir de petites choses différentes, etc. Maintenant, si tu vas vraiment au cœur de la problématique, je trouve qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Tu vois, j'ai encore fait un sondage hier qui faisait ressortir la peur du rejet, beaucoup chez les hommes, mais qui est très présente chez les femmes aussi. Et alors pourquoi un peu plus chez les hommes? Peut-être, enfin plus, en tout cas qu'on pourrait voir un peu plus d'un point de vue masculin, parce qu'effectivement, l'homme, dans la relation amoureuse, a cette position dans l'inconscient social de devoir faire le premier pas, de devoir prendre ce risque, plus que la femme. Guillemets, hein. Et donc du coup, forcément, c'est celui qui va être le plus confronté dans sa vie à faire ce premier pas et aussi à se prendre des râteaux, etc., ou à voir ses amis vivre ce genre de choses, et donc du coup à développer cette peur-là. Les femmes aussi peuvent l'avoir, bien sûr, mais c'est vrai que chez les hommes, ça peut le pousser par rapport à ça. Après, ce que je vois chez les hommes aussi, peut-être plus que chez les femmes, et encore que ça dépend, hein, et je parle uniquement de mon expérience, je parle pas d'une vérité absolue, c'est la friendzone. Ça, c'est quelque chose que on retrouve beaucoup plus, enfin moi en tout cas dans mon expérience chez les hommes, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a une croyance qui dit que les femmes ont une facilité à trouver entre guillemets un homme si elles le souhaitent, alors que les hommes eux n'ont pas cette facilité-là. C'est en partie vrai, je suis en partie modérée, mais en tout cas ce que je vois ici, c'est qu'effectivement il y a des hommes qui peuvent facilement, pour certains, pas pour tous, mais facilement créer des contacts amicaux, qui peuvent avoir, tu vois, des copines, etc. Mais par contre, qui vont être bloqués à un moment donné pour passer au-dessus. Parce qu'encore une fois, ils ont la responsabilité, très souvent, de devoir faire le premier pas, et ils savent pas forcément analyser, bah, est-ce que c'est ok en face, pas ok en face, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment, est-ce que l'autre a envie, pas envie, est-ce que je sais bien capter les signaux, etc. Tout ça, c'est vraiment un champ qui est beaucoup plus, il y a une pression plus forte chez les hommes pour ça. Et donc, du coup, c'est très compliqué pour eux parfois d'analyser tout ça, même pour la partie, si on va plus loin dans la relation, pour l'acte sexuel, très souvent, il y a quand même cette habitude ou cette initiative qui est plutôt de l'homme initialement. Bien qu'encore une fois, je fais des généralités, tout est possible, etc. Mais du coup, toujours l'homme qui va se demander, est-ce que c'est le bon moment? Hein, la femme est dans sa position féminine de réception et l'homme dans son énergie masculine de plutôt apporter, tu vois, de donneur. Et donc du coup, lui va toujours se demander, mais est-ce que je vais être accepté dans ce don-là? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, etc. Et ça, c'est des questionnements qui peuvent être hyper bloquants chez les hommes. C'est hyper intéressant ce que tu nous partages parce que, bah, généralement, on n'a pas, tu vois, cette vision-là, de par, les comportements et les pensées des hommes parce que, bah, c'est pas forcément le genre de conversation, qu'on a avec, les hommes
Mais du coup, c'est assez intéressant de savoir ça parce que, en fait, on se rend compte que autant les femmes que les hommes, on a des questionnements, en fait, et aussi des blocages. C'est ça. Et ce que je vois aussi un peu plus chez les hommes, alors qu'il y a vraiment chez les deux sexes, mais chez les hommes, ça peut être un peu plus dur, c'est ce côté de, comme j'arrive pas à trouver l'amour que j'ai vraiment envie de vivre, je vais finalement me résigner à rester seule ou alors à vivre de conquête, mais à pas vraiment m'engager. Et souvent, les hommes rencontrent cette problématique d'engagement parce que, bah, encore une fois, ils ont eu des déceptions, ils ont peur peut-être de relancer des choses, et du coup, ils vont se résigner. Et pourquoi je dis que c'est plus chez les hommes? Parce que chez les femmes, en fonction de l'âge, en tout cas, il y a souvent un moment donné où quand même il y a l'horloge biologique, où les femmes se disent bon, même je suis résignée, mais pas complètement parce qu'il y a l'horloge biologique, je veux des enfants, etc. Donc du coup, je suis résignée, mais pas longtemps, tu vois. Je suis résignée, mais j'ai quand même l'espoir au fond de toi. Je suis résignée, mais je vais quand même chercher, tu vois. Donc elles vont être dans un double mouvement. Alors les femmes qui ont déjà des enfants peuvent être complètement résignées, ça peut arriver, mais c'est vrai que chez les hommes, il n'y a pas ce facteur-là d'horloge biologique, ils n'ont pas cette pression-là, entre guillemets, inconsciente de paternité, comme nous, la maternité. Et donc, du coup, ils peuvent plus facilement se résigner en disant, voilà, vraiment, ça me correspond pas, allez, enfin, je trouve rien, je préfère rester seule que souffrir. Et ça, il y a des hommes qui peuvent rester vraiment longtemps là-dedans. Beaucoup plus que des femmes, parce que les femmes vont essayer quand même à un moment donné d'en sortir. Et alors, est-ce que tu penses, ça c'est vraiment une question que je me pose, est-ce que tu penses que les applications de rencontres comme Tinder, ça a pu générer et créer encore plus de blocages par rapport à tout ça? Bien sûr, évidemment. Évidemment. Alors, il y a deux types de personnes, j'allais dire de personnes. C'est un grand mot, mais deux types de réactions qu'il peut y avoir avec les applications de rencontres. C'est soit j'ai de la chance et je fais partie d'un certain type d'homme qui plaît, et dans ce cas, bah, ça booste ma confiance en moi. Ça peut être le cas. Et puis, beaucoup d'autres qui, bah, du coup, ont pas forcément de retour sur leur investissement, entre guillemets, ou sur le temps passé sur l'application, et qui vont se dire, bah, du coup, ça peut faire baisser leur estime d'eux-mêmes, etc. Très clairement, ça je le vois aussi pour les femmes, hein, soit les femmes ou les hommes. Tiens, j'ai des discussions et puis du jour au lendemain, la personne au bout de 2 jours me répond plus, sans que j'ai compris pourquoi. Beaucoup de ghosting, etc., sans explication. Ça fait partie, j'allais dire, du jeu de l'application de rencontre telle qu'on connaît aujourd'hui, avec énormément de possibilités de rencontres. Mais en même temps, c'est sûr que ça crée aussi des blocages, des déceptions, des frustrations, de dire mais ça va confirmer souvent je suis pas assez bien. Ça va confirmer les hommes ou les femmes sont tous les mêmes. Ça va confirmer des croyances ou créer même des nouvelles croyances limitantes. Oui, du coup, au final, ça apporte pas forcément un élan positif pour justement inverser la tendance, quoi. Juste pour apporter un petit bémol sur ça, je suis pas du tout contre les applications de rencontres. Encore une fois, je pense qu'il faut savoir simplement les utiliser correctement, ce qui est pas forcément le cas de la plupart des personnes. Il faut savoir l'utiliser comme un outil et pas comme une porte ouverte sur le monde, et pas comme un outil comme un outil de consommation finalement. Donc il y a une façon vraiment de l'utiliser, je pense, qui est appropriée, et une autre qui est moins appropriée en fonction de ce qu'on recherche. Et puis, il faut y aller aussi en étant dans la bonne énergie. Si on n'a fait aucun travail sur nous, qu'on y va avec tous nos blocages inconscients, bah, on va attirer à nous tout ce qui va nous renvoyer en miroir tous nos blocages. Donc, ça va renforcer les problématiques. Si maintenant tu as fait un travail sur toi, etc., que tu y vas, et que tu es en conscience de tout ça, pourquoi pas? Ça peut très bien fonctionner aussi. Oui, bien sûr. Alors, moi, je connais des gens avec qui les applications de rencontres, ça a fonctionné. D'ailleurs, il y a quelques épisodes sur le podcast qui parlent justement de rencontres en ligne et ça a très bien fonctionné. C'est juste que, comme tu dis, je pense qu'il faut aller sur ces applications sans déjà avoir peut-être trop de, en fait, sans le prendre pour un booster de confiance en soi, mais plutôt de savoir quand même, pas d'être dans l'attente de OK, j'ai besoin de savoir si je plais en allant sur l'application. C'est peut-être ça aussi qui est un élément. Ah oui, ah bah là, c'est sûr que si tu as cette démarche-là, ah bah c'est qu'il y a un souci déjà au niveau là, amour de soi, blocage inconscient. Ok, je vais déjà travailler sur ça. Là, c'est une première Ouais. chose. Et du coup, par rapport à tous ces blocages dont tu nous as parlé, comment, tu vois, on peut commencer à identifier, tu vois, nos propres blocages pour, justement, peut-être essayer de les guérir ou en tout cas de commencer un travail, là-dessus? Alors, bah, un petit peu dans la continuité de ce que je te disais, la première chose pour moi, le premier indice, c'est ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi. En fait, ce qui se passe dans tes rencontres, par exemple, dans tes relations, ça, c'est miroir. Ça fait miroir vraiment avec les blocages que tu n'arrives pas à voir puisqu'ils sont inconscients. Mais ça te permet, du coup, c'est comme tu sais, si tu
arrives à intégrer que ce qui se passe dans ta vie est un miroir, ça t'aide à mettre le doigt sur des choses dont tu n'as pas conscience. Je te donne un exemple. Tiens, je rencontre toujours des hommes qui veulent pas s'engager. Pose-toi la question. Donc déjà, si tu vis des schémas répétitifs dans tes relations amoureuses, si tu vois qu'il y a des choses similaires qui reviennent plusieurs fois, c'est que déjà, il y a un blocage inconscient. Si tu vis un schéma répétitif ou plusieurs schémas répétitifs, première chose. Ensuite, sur ce schéma-là, schéma ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai vécu telle situation, j'ai rencontré tel petit homme, ça s'est fini pour telle raison. Ou telle petite de femme, hein, ça, c'est la même chose pour les deux. Voilà. Tiens, cette personne-là m'a ghosté. Qu'est-ce que ça dit de moi? Quel est le blocage chez moi inconscient qui va attirer ce type de personne-là? Pourquoi je crée ce genre de situation? Donc, c'est voilà, une réflexion à avoir vraiment. Alors, c'est pas toujours évident, c'est pour ça que l'accompagnement aide vraiment. Mais vraiment, regardez déjà tout ce qui se passe à l'extérieur. Si il se passe que des trucs dignes de films de comédie romantique catastrophique, il se passe quelque chose à l'intérieur de toi, déjà, clairement. Aussi, tu peux le voir par rapport à tes réactions, que ce soit dans tes rencontres ou dans tes relations. Si tu as des réactions où tu vas passer ton temps à surveiller ton téléphone, est-ce qu'il m'a envoyé un message? Est-ce que cette personne-là, elle va m'écrire? Si t'es dans l'attente, il y a un blocage. En tout cas, il y a quelque chose à soigner. Si tu as des réactions de stress, d'anxiété par rapport à un partenaire ou une nouvelle rencontre, aussi, ça peut être des signes assez forts. Tu peux le voir aussi si tu as du mal à créer une relation, hein, tout court, hein, il y a un blocage quelque part. Aussi, ça peut être intéressant de voir sous un autre angle pour les personnes qui pensent tu penses que tu n'as plus de problème et en même temps, tu n'arrives pas à avoir la relation que tu as envie d'avoir. Là aussi, ça montre qu'il y a un blocage. Même si tu penses que tu as tout réglé, que tu as tout fait, les thérapies, je ne sais pas quel travail, mais que ça marche toujours pas concrètement, il y a quelque chose qui n'a pas été vu. Des personnes aussi qui sont évitantes, tu vois, qui vont dire « Ah non, moi j'ai pas besoin, j'ai trop de travail, oh j'ai pas le temps ». Ça c'est souvent une excuse hein, du cerveau pour te protéger parce qu'il y a des peurs derrière. Après voilà, comme je te disais, tout ce qui se passe à l'extérieur, hein, si la personne disparaît, si t'as l'impression que la personne te manque de respect, si tu te fais tromper par exemple, si tu tombes sur des pervers narcissiques ou sur des profils vraiment comme ça qui te mettent mal, si t'es dans des relations toxiques, alors là évidemment que c'est sans te dire que c'est visible tout de suite qu'il y a quelque chose qui a travaillé chez toi. Et aussi si tu as du mal à entretenir des liens. Et ça a été mon cas aussi, d'avoir la facilité à créer du lien, mais du mal à les entretenir. Tu vois, c'est-à-dire pour rentrer en contact avec des hommes, par exemple, moi c'est quelque chose que, tiens, j'ai facilité à créer le lien au départ. Par contre, après, mais bizarrement, je me rends compte qu'il y a une distance qui se crée et je comprends pas pourquoi, etc. Donc, à partir du moment où il y a des choses où tu comprends pas pourquoi, c'est qu'il se passe des choses dans ton inconscient. Voilà, j'essaie de balayer à peu près. J'espère que ça donnera le maximum de pistes à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Je rebondis justement sur une des peurs. Si moi je peux donner, tu vois, un exemple personnel pour peut-être que tu me dis si c'est bien, tu vois, un blocage aussi. Mais tu vois, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours cette peur, tu vois, de l'engagement. Et du coup, moi, j'ai attiré à moi que des hommes justement qui étaient pas capables ou n'avaient pas envie de s'engager en fait. Au départ, moi, je n'avais pas compris que j'avais peur, tu vois, de cet engagement. Mais je me disais toujours, mais pourquoi j'attire que des hommes qui ne veulent pas s'engager? Et du coup, après, avec un travail, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi, de base, qui avait peur en fait de cet engagement. Et ça, c'est intéressant parce que très souvent, les personnes pour qui ça va arriver, alors soit elles savent qu'elles ont peur de l'engagement, et dans ce cas, c'est un blocage qui est conscient. Dans ce cas, on travaille sur le blocage conscient. J'allais dire c'est plus facile, mais en même temps, il faut quand même guérir les choses, les débloquer, et le processus est le même au fond. Si c'est pas juste en ayant conscience que ça règle le problème. Et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas conscience qu'elles ont peur de l'engagement. Parce que elles, les 10% de leur cerveau, ils se disent j'ai vachement envie de m'engager, tu vois. Et la peur, elle est dans les 90% qui sont pas en mesure de pouvoir voir. Et donc, du coup, quand tu vas leur dire ça, ils vont dire mais pas du tout. Moi, au contraire, je veux m'engager à fond. Mais en même temps, si tu rencontres que des personnes qui ont peur de l'engagement, ça te ramène à ta propre peur de l'engagement. Alors, derrière la peur de l'engagement, il y a quoi? Alors, ça dépend, mais il peut y avoir la peur de souffrir. Je veux pas m'engager parce que quand je me suis engagée, j'ai souffert. Ou j'ai fait souffrir l'autre. Ça peut être ça aussi. Hein. J'ai peur de faire souffrir les autres. Ça peut être aussi ça, potentiellement. Ça peut être la peur de perdre la liberté. J'ai pas envie de m'engager parce que j'ai peur de perdre ma liberté. Voilà. Donc, derrière la peur de l'engagement, tu vois, il y a encore d'autres choses hein, qui se cachent. Moi, je dirais, tu vois, je pense que derrière ma peur, enfin après, moi, c'était un travail que j'ai fait aussi avec, tu vois, une thérapeute, etc. Mais je pense que personnellement, moi, derrière ma peur de l'engagement, c'est plus la peur de souffrir ou la peur de l'abandon, tu vois, de perdre la personne, de me dire, je vais donner des sentiments à quelqu'un et au final, je prends le risque de la perdre à un moment donné dans ma vie. Ouais, donc c'est la peur de la souffrance liée à cette peur de la séparation. On en revient à la peur de souffrir. Mais ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Mais tu vois, du coup, moi, ça m'a mis, tu vois, des années pour comprendre ça.
et pour justement, enfin, pas forcément inverser la tendance, mais en tout cas guérir de cette blessure, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et du coup, quel conseil, tu vois, tu donnerais aux personnes qui donc commencent à conscientiser, tu vois, qu'elles ont des blocages et comment elles peuvent, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place en fait pour t'en libérer ou en tout cas commencer un travail pour justement arrêter, tu vois, de répéter ces mêmes schémas. Alors la première chose à faire pour moi déjà, c'est d'être en conscience. Donc encore une fois, tu vois, les 90% de l'inconscient, d'essayer de les faire remonter un peu plus dans la partie consciente. Et ce qui peut vraiment aider, encore une fois, dans la continuité de ce que je disais, c'est d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont, sans juger, sans dire ah non, c'est pas ça, etc. C'est-à-dire de regarder qu'est-ce qui se passe. J'attire que des hommes qui veulent pas s'engager ou que des personnes qui veulent pas s'engager. Donc je prends note sur mon petit cahier, ok, effet miroir, ça peut, l'hypothèse, j'ai peur de l'engagement. Que ça me parle ou pas, je le note, ok. Donc déjà, il y a peut-être une piste ici. Donc déjà, de commencer à identifier comme ça en utilisant ce qui se passe à l'extérieur dans tes relations, dans tes rencontres, en identifiant tout ça, d'essayer de prendre conscience petit à petit de qu'est-ce qui peut se passer en toi. Ça, c'est la première chose et c'est des choses qui peuvent commencer à se faire seules. Et après, vraiment, si les personnes veulent avancer sur ça, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de se faire accompagner parce que c'est la seule façon réellement de pouvoir guérir de ça. Tu peux seul avancer sur la compréhension, l'identification des blocages, la compréhension, en prenant notamment l'effet miroir, peut-être en lisant des choses, en écoutant des podcasts, en te renseignant, et tu vas voir, il y a des choses qui vont résonner avec toi. Peut-être que tu vas avoir la larme qui va couler sur un truc, ou tiens, tu vas dire là, ah ouais, je crois que ça me concerne, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Donc déjà, ça peut t'aider. Mais après, une fois que tu sais ça, moi, je sais que j'ai beaucoup de mes clients qui sont là, qui ont été voir des psys, qui ont été voir des thérapeutes, qui arrivent chez moi en me disant, ok, je sais, enfin, qui ont l'impression de savoir en tout cas où sont leurs blocages, et au final, qui me disent, mais je suis content, je suis soulagée d'avoir mis le doigt dessus, j'ai l'impression d'avoir avancé, mais la finalité, c'est que j'ai toujours pas de résultat, je suis toujours pas en couple, j'ai toujours pas rencontré la bonne personne, donc j'ai pas de résultat concret. Donc très souvent, ils viennent me voir. À ce moment-là, bon, parfois ils viennent me voir avant aussi, hein, mais en me disant, mais comment on fait maintenant? Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller guérir ça et d'aller le guérir en profondeur, parce que moi, je récupère des personnes qui ont vu des thérapeutes pourtant, hein, mais après, chaque thérapie a ses bienfaits, et même quand tu as commencé à guérir quelque chose, eh ben, il faut continuer. Ça se fait pas forcément une seule fois, il faut aller vraiment en profondeur. Moi, c'est un travail que je fais, il y a d'autres, sûrement d'autres personnes qui le font aussi. Donc vraiment se faire accompagner par quelqu'un que vous sentez quoi, qu'il y a une énergie, quelque chose que vous sentez que cette personne-là, elle va pouvoir vous aider, même si c'est pas rationnel, mais vous sentez que ça, il y a quelque chose qui vous attire, allez-y, sans trop vous poser de questions. Et je pense que c'est le meilleur investissement à faire, c'est celui-ci. C'est déjà, voilà, réfléchissez avec vous-même si vous avez envie de prendre ce temps-là. Et puis après, si vous allez aller plus loin et avoir des vrais résultats concrets, bah, il faut passer à l'action, hein. Ouais, du coup, ce serait plutôt 2 étapes. Déjà, la conscientiser, de manière individuelle et ensuite se faire accompagner. Alors peut-être, par un thérapeute, dans un premier temps, puis, par, un coach en amour, comme toi pour, justement aller encore plus loin, sur la relation amoureuse, directement, quoi. Il y a plein de choses qui sont possibles. Moi, j'accompagne dès la prise de conscience, j'accompagne dès le départ. Tu vois, dès t'arrives, tu sais pas ce qui se passe, t'arrives pas à trouver l'amour, t'as pas fait de travail sur toi, on commence ici, hein, et je t'amène jusqu'au bout du processus. Je prends les personnes là où elles arrivent. Dans mon coaching, j'amène cette partie thérapie aussi. Mais la thérapie brève, il y a des choses qui vont agir rapidement, efficacement. Ces différentes façons d'agir, faut, je dirais, surtout aller vers la personne. C'est surtout une question de personne. Moi, je pense qu'il faut aller vers la personne que tu sens, soit un thérapeute, un psy, un coach, la personne que tu sens qui va t'aider. C'est surtout ça qui compte. Oui, avoir le feeling, avec la personne, Ouais, c'est ça. Parce que je pense que ton instinct, c'est mieux que n'importe qui va t'aider. oui, ça, c'est sûr. Ah, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut écouter, ouais. Du coup, oui, donc là, on parlait aussi de la répétition des schémas. Donc, par exemple, quelqu'un qui va si je donne un exemple concret, quelqu'un qui va, tu vois, rencontrer toujours, des hommes, toxiques, pas très stables, un peu, tu vois, par exemple, agressifs ou ce genre de choses. Ça veut dire que, en fait, les personnes qui sont attirées, par exemple, par des relations un peu malsaines, malgré eux, parce que généralement, c'est pas ce genre de relation qu'on va rechercher. Est-ce que ça veut dire que, comme tu disais, l'effet miroir, est-ce que ça veut dire que nous, on se traite de façon malsaine déjà, de base? Ou est-ce que ça peut être, d'autres choses, tu vois, par exemple? Oui, en fait, ça ramène. Là, c'est une problématique qui va ramener très fortement. Alors, ça va toucher beaucoup de points dont je t'ai parlé au début, mais principalement, là, ce qui ressort en premier, c'est l'amour de soi. Quelle est la valeur que je me donne pour permettre à quelqu'un de me traiter de cette façon? Même si je le veux pas,
c'est ce qui se passe concrètement. Donc du coup, il y a vraiment un sujet ici. Comment moi-même j'ai peut-être été maltraitée quand j'étais enfant. Comment moi-même je me suis sentie abusée. Comment je me suis sentie, je sais pas moi, pas considérée, pas écoutée dans mes besoins et que du coup je fais passer toujours l'autre avant moi et que je sais pas dire non. Comment je manque d'amour au point que pour avoir l'amour de quelqu'un, je suis prête à accepter tout ça. Enfin, à l'accepter dans les faits, parce que dans la tête, je vais dire non, je suis pas d'accord, nan, 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 tu vois. Mais dans les faits, je suis avec cette personne-là. En tout cas, j'ai fait des relations comme ça. Et est-ce que le fait, tu vois, par exemple, des fois, on va avoir une relation amoureuse et en fait, cette relation-là, elle va nous créer, en fait, des nouvelles peurs ou des blocages et du coup, en fait, on va enchaîner, tu vois, des relations qui sont pas forcément similaires, mais qui seront, toujours, on va dire, un peu chaotiques. Est-ce que ça, c'est un peu l'effet alors j'invente, hein, complètement, le terme, mais est-ce que c'est pas un effet boule de neige de, bah, j'ai vécu cette situation, du coup, je vais peut-être aller chercher l'opposé dans ma relation, mais du coup, ça va être l'extrême opposé. Tout à fait. En fait, là, il y a un schéma qui se répète. Même si les relations, elles sont différentes, le schéma qui se répète, c'est j'enchaîne des relations qui ne fonctionnent pas. La finalité, c'est ça. Donc, il y a un schéma ici qui se répète. Et après, d'aller voir. Donc, chacune des relations va t'amener quand même des informations sur ça. Et surtout, le schéma global de j'enchaîne des relations qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce qui, chez moi, crée finalement le non-engagement ou la non-concrétisation d'une relation, le non-investissement d'une relation réelle, même si j'ai l'impression que c'est pas mon choix, hein. Encore une fois, c'est inconscient. Mais encore une fois, très souvent ici, enfin moi, ce qui me vient en premier, c'est peur de souffrir. Mais la peur de souffrir, elle est liée à beaucoup de choses, hein. C'est la base. La peur de souffrir, elle est liée avec la peur de l'abandon aussi, hein. Quand j'ai peur de me faire abandonner, bah j'ai peur de souffrir. Tu vois, donc c'est une base qui regroupe plein d'autres choses. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai connu, par exemple, après une relation engageante, etc. On s'est séparés avec mon ex conjoint alors qu'on s'aimait. D'où j'ai eu cette réflexion de l'amour ne suffit pas, on s'aimait énormément, on pensait faire notre vie ensemble. Et pourtant, je me sentais pas pleinement heureuse. J'étais heureuse, mais il y avait, plus les années passaient, plus je sentais une frustration qui montait en moi. Il y avait quelque chose qui, et je me suis dit, ça peut pas continuer toute ma vie comme ça. Est-ce que j'ai envie de vivre avec toute cette frustration qui va continuer à monter en moi? Et je me suis dit non, même si je l'aime, même si je suis partiellement heureuse, on va dire, même si tout va bien, même s'il est génial. Et donc on s'est séparés d'un commun accord, mais avec du coup la douleur, elle venait de moi, pas de lui. Et au final, j'ai enchaîné des relations comme ça en me disant bah il me manquait ça, je veux chercher ça. Tu vois, et du coup, après, j'ai beaucoup eu ce schéma-là de j'enchaîne des relations qui ne fonctionnent pas, soit ils me ghostent, soit il y a ci, enfin, en tout cas, ça ne dure pas plus de quelques mois, voire quelques semaines. Voilà. Parce que je pense que derrière, pour moi, en tout cas, hein, c'était certainement une peur de souffrir, de faire souffrir, de à nouveau vivre un échec, parce que ça m'avait quand même bouleversée. C'était un traumatisme, hein, cet échec de vie. Encore une fois, ça, c'est un exemple, il y en a d'autres, hein. Et du coup, quand on commence à comprendre un peu, nos peurs, nos blocages, qu'on arrive à s'en libérer, de plus en plus, comment on peut, tu vois, du coup, apprendre à se réouvrir à l'amour sain, sans retomber justement dans ces anciens schémas? Déjà, la première chose, c'est vraiment d'être en conscience. Donc là, si tu as fait un travail sur toi avec moi ou avec quelqu'un d'autre et que tu es en conscience déjà de tes schémas, de ce qui se passe pour toi, des peurs sur lesquelles tu as travaillé, que tu as guéri, peut-être des vulnérabilités que tu as encore ou qui sont en train d'être guéries mais qui sont encore présentes, etc. D'être en conscience de tout ce qui se passe pour toi à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire que là, on n'est plus à 10% de conscience, t'es passé déjà à beaucoup plus. D'accord? Donc l'idée, c'est de faire remonter tous ces blocages-là dans le conscient, tout ton fonctionnement intérieur. Quand tu es en conscience de tout ça, bah déjà, tu te poses plus la question de est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est l'autre? Ça, c'est quelque chose que je remarque, que moi j'ai vécu personnellement et que je remarque beaucoup avec les personnes que j'accompagne, qui se posent toujours la question de bah là, dans cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est à l'autre de le faire? Il me dit ça, mais est-ce que c'est moi qui fais trop ci, trop ça, ou pas assez? En fait, t'es perdu. Tu sais jamais trop te positionner et c'est compliqué. Du coup, tu vas essayer ça, après tu vas essayer ça, et ça marchera jamais, quoi que tu fasses. Donc, c'est déjà être en conscience de ton fonctionnement et que tu saches ce qui est bon pour toi. Tu saches comment poser tes limites. Où est-ce que tu les poses? C'est-à-dire, faut pas qu'elles soient, faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait entre guillemets trop de limites, ni pas assez. C'est un équilibre à trouver. Parce que si tu fermes les portes à tout le monde, bah forcément, tu n'auras aucune relation. Et si tu dis oui à tout, tu dis non à rien, tu finis dans des relations toxiques. Donc, c'est trouver le bon équilibre, mais le bon équilibre, il est différent pour chacune des personnes, puisqu'on est tous différents. Donc, c'est vraiment être en conscience de ça. Ça, c'est une première chose, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est savoir exactement et avoir une clarté fine sur qui me correspond vraiment. À moi. Parce que tu vois, souvent, c'est tes amis qui vont te dire ah, lui, il est bien, lui, il est pas bien. Mais elle parle d'elle, là, elle parle pas de toi. Personne n'est à l'intérieur de toi, personne n'est toi.
Donc, t'es différent et t'es différente par rapport aux gens qui t'entourent et qui vont essayer de te conseiller, mais en fait, qui pourront pas t'apporter vraiment les bonnes solutions parce qu'ils sont pas toi. Donc, ce qui est important, c'est de faire ce travail-là pour toi, pour savoir et apprendre à reconnaître clairement qui te correspond et qui te correspond pas. Encore une fois, ça t'évite de te poser trop de questions. Tu dis, bah écoute, là, ça fonctionne pas. Je le sais pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui me correspond pas. Ou bien je remarque que c'est quelqu'un qui me correspond, mais là, ce qui me pose problème, c'est certains de mes blocages. Mais je suis en train de travailler dessus, j'en ai conscience, et puis on peut communiquer. Mais c'est vraiment très différent. Et puis aussi, pour utiliser pour une relation saine, c'est aussi définir, et ça c'est propre à chacun, ce qui pour toi est acceptable et pas acceptable dans une relation. C'est-à-dire que souvent j'entends oui, dans une relation de couple, il faut faire des compromis. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu choisis une personne qui te correspond vraiment, pour moi, c'est pas des compromis, c'est des ajustements. Là où je dis c'est pas des compromis, c'est que les compromis, ça voudrait dire te frustrer de quelque chose, te séparer de quelque chose que t'aimes et donc te séparer d'une partie de toi. Mais en fait, une relation saine, c'est être toi-même à 100% et rencontrer quelqu'un qui est lui-même à 100% et que vous puissiez tous les deux tisser un lien en fait et avec vos deux univers. Donc à partir du moment où la personne te demande au fond de te priver d'une partie de toi, pour moi, c'est pas une relation saine. Alors pourtant, beaucoup de gens disent oui, c'est, tu vois, une relation, c'est des compromis. Donc, moi, ce que je pense, c'est que dans cette dimension-là, pour avoir une relation saine, il faut savoir qui te correspond et qu'est-ce que tu peux accepter chez l'autre comme défaut, comme zone d'ombre, parce qu'on en a tous, et qu'est-ce que tu peux pas accepter. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. C'est différent selon chaque personne. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la relation saine. Pour toi, c'est quoi les bases d'une relation saine? Dire le socle, les indispensables, tu vois, pour construire une relation saine et d'une relation saine. Un, l'authenticité. C'est-à-dire être que chacun des participants au couple, dans la relation, soit authentique. Et à mon sens, ça passe souvent par un travail sur soi, mais bon, après, voilà, chacun le prendra comme il le veut. Authentique, ça veut dire aussi assumer qui on est, dans les parts de nous qu'on n'a pas envie de voir, dans celles qui sont inconscientes, qu'on a évoquées, etc. Assumer tout ce qu'on ressent, même si c'est pas beau, et accepter de voir tout ça. La deuxième chose, c'est savoir exprimer ce qu'on ressent, encore une fois avec authenticité et justesse. C'est-à-dire exprimer ses besoins à l'autre, mais avec justesse. C'est-à-dire sans attendre de l'autre non plus qu'il compte tes besoins. Mais il y a une communication ici qui est importante avec une justesse à trouver. Donc là, il y a un grand travail souvent à faire sur la communication, sur c'est quoi une bonne communication. L'authenticité, la communication, on va dire juste. La bienveillance, pour moi, ça c'est super important. L'écoute, tu vois, d'écouter l'autre, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses besoins avec bienveillance. Tu vois, souvent, je vois dans des relations, et même moi, peut-être que je peux le faire encore, tu vois, parce qu'on n'est pas parfait et que parfois on se laisse emporter. Mais je pense qu'on l'a tous fait, toujours est-il, c'est de réagir. Quelqu'un va te dire, ton copain, ta copine va te dire, ah ben là, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça. Oh, t'exagères. Oh non, t'abuses. Non, mais t'as vu, toi, ce que tu m'as fait avant, c'est pour ça que machin. Tu vois, tu vas venir accuser l'autre. Au final, tu vas pas l'écouter vraiment avec bienveillance. L'idée, c'est vraiment de pouvoir juste écouter l'autre, de dire, ok, je comprends que tu ressens ça. Et on va en parler pour justement construire la relation ensemble et faire en sorte de trouver une solution, d'arranger le problème ou de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a vraiment l'écoute bienveillante, elle est super importante, quoi. Et puis pour une relation saine, une relation d'amour saine, c'est aussi qu'il y ait de l'amour. Et ça, c'est important, qu'il y ait de l'amour et l'amour pour les bonnes raisons. Et je dis ça pourquoi? Parce que très souvent, je pense qu'il y a des gens qui sont en relation ou en couple pour les mauvaises raisons, dans le sens où ils sont pas autonomes émotionnellement parlant d'un point de vue affectif et qui vont choisir leur partenaire par rapport à leurs besoins affectifs ou leurs besoins tout court, hein, besoin de sécurité, besoin sexuel, besoin émotionnel, besoin d'amour, besoin de câlin, besoin de ce que tu veux. Peut-être même sans s'en rendre compte, peut-être de façon inconsciente. D'ailleurs, ça c'est globalement, je pense que au moins 70% de personnes qui ne se sont pas fait accompagner choisissent leur partenaire de cette façon, et c'est pour ça qu'il y a autant de divorces. Il y a autant de couples qui fonctionnent pas, il y a autant de séparations. Parce que souvent, on est amené à choisir nos partenaires sur les mauvaises raisons, entre guillemets, on les choisit par rapport à nos besoins. Tiens, il me fait vachement, je sais pas moi, si j'aime les câlins, il fait vachement de câlins, c'est trop bien. Ah, trop bien, il paye des restos, c'est trop cool. Et tu vois, du coup, c'est chouette, ça crée un truc super chouette dans la relation, mais est-ce que t'aimes vraiment la personne pour qui elle est, au fond d'elle? Et pas juste pour ce qu'elle t'apporte. Et du coup, pour moi, ça c'est important, pour avoir une relation saine aussi, d'aimer la personne pour qui elle est, et pas juste pour ce qu'elle t'apporte, comme amour, comme sécurité, etc. Est-ce que c'est ce que tu dirais qu'on définit comme l'amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer la personne pleinement dans ses
part d'ombre comme de lumière? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je vais pas utiliser le terme d'amour inconditionnel parce que je pense que quand même l'amour est conditionnel dans le sens où si demain ton compagnon, il tue, tes enfants, je pense pas que tu l'aimeras encore. Donc du coup, l'amour, il est pas inconditionnel. Il est sous condition que tu sois respecté. Déjà en tant qu'être humain. Si l'autre personne te respecte plus, non, il y a plus d'amour en fait. Tu vois, tu peux décider en fait de plus vouloir la relation si jamais il y a plus ce respect de toi-même. Donc pour moi, amour inconditionnel, oui et non. Je vois ce que tu veux dire, mais je voulais quand même le repréciser parce que il y a quand même des vraies choses derrière ce terme-là. Par contre, d'aimer ses ombres et ses lumières, là par contre, oui, on est d'accord. Il y a ça, mais c'était pas tout à fait ça que je partageais, mais effectivement, ça aussi c'est important d'aimer quelqu'un, ben voilà, pour sa totalité, c'est-à-dire aussi pour ses défauts, pour sa partie d'ombre, mais voilà, qu'il y ait des valeurs communes et que cette personne-là, pour moi, l'amour, un amour sain, c'est l'amour effectivement dans toutes ces zones-là, mais qui est permis aussi parce que cette personne-là, tu sais qu'elle est unique et qu'elle est unique pour toi et que cette personne-là, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait que même si demain cette personne-là, elle est hospitalisée, qu'elle peut plus te donner de câlins, de resto, ou je sais pas quoi, plus répondre à tes besoins, tu l'aimeras toujours. Parce que cet amour-là, il est pas juste sur ce qu'elle t'apporte, elle est sur cette personne-là qui est vraiment unique en elle-même pour toi. Oui, c'est qui elle est en fait, tu l'aimes parce que elle est comme ça, enfin c'est cette personne-là, c'est pas parce qu'elle t'apporte des choses. C'est ça. Mais aujourd'hui, hein, il y a énormément de relations sans que les gens s'en rendent compte, hein, qui ont l'impression d'aimer pour l'autre, alors qu'en réalité, ce qu'ils aiment, c'est bah, rentrer le soir, d'avoir quelqu'un qui soit présent, de manger ensemble, de regarder Netflix ensemble, d'aller au théâtre. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose. Bien que les deux peuvent voilà, se lier aussi, bien entendu, hein. Oui, on peut cumuler les 2. Évidemment, c'est l'objectif quand même. Ah, j'avoue que c'est quand même bien, d'avoir les 2. Et du coup, pour toi, si tu, pouvais, donner, un seul, conseil, toi, essentiel pour construire une relation saine, ce serait quoi? Pour moi, le meilleur conseil à donner, c'est le point de départ. Parce que la relation, si on me demande des conseils pour dans la relation, mais en fait, il fallait penser avant la relation. Le meilleur conseil, c'est choisir la bonne personne pour toi. Mais pour ça demande un travail sur toi, ça demande de la clarté sur qui te correspond vraiment, ça demande aussi que tu puisses attirer cette personne-là. Donc pour ça, il faut guérir de tes blessures potentiellement, en tout cas travailler sur ça. La première chose, c'est choisir la personne qui te correspond vraiment. Bah comme ça, t'enlèves plein de trucs derrière qui vont pas aller, que tu vas chercher à gérer dans la relation. En fait, la personne, elle te correspond. Donc après, ça sera plus flou. Et puis, bah, l'autre conseil pour avoir une relation qui fonctionne et saine, c'est déjà un travail sur soi, quoi, qui permettra vraiment d'aller dans la relation en sachant comment faire pour que ce soit ça. Oui, tout en sachant en fait, enfin, si je résume un peu ce que tu dis, c'est en ayant fait un travail sur soi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus et en fait, on sait aussi poser nos limites et on sait aussi qu'est-ce qu'on a besoin pour être épanoui, dans une relation. C'est ça, si je résume un peu? Il y a ça, et je pensais aussi beaucoup au fait d'avoir guéri ses propres blessures émotionnelles qui font que aujourd'hui, tu n'arrives pas à attirer cette personne-là, parce que pour choisir la personne qui te correspond, il faut déjà l'attirer dans ta vie, hein. Ouais. Il faut aussi qu'elle soit attirée par toi. Si tu te présentes avec des trucs qui attirent pas la personne que tu as envie d'avoir dans ta vie, il faut déjà être au niveau de la personne que tu veux recevoir. Donc il y a déjà cette première chose. Et après, pour compléter, si je dois donner un autre conseil qui est vraiment super important pour une relation saine, c'est de savoir combler ses besoins tout seul. Et de pas attendre dans ta relation que l'autre comble les choses pour toi. Pas attendre que l'autre fasse ci pour que tu te sentes bien ou fasse ça pour que tout aille bien pour toi. Ouais, ça, je pense que c'est très important et ça me fait penser à enfin, alors je sais plus où je l'avais lu, mais c'était, en fait, de faire, une liste de toutes les choses qu'on aime faire, dans sa vie et de se rendre compte que, bah, en fait, il faut pas attendre de la personne avec qui on est en couple qu'elle remplisse toutes ces choses-là. Parce qu'il y a certaines choses, on va pouvoir le faire seul, il y a certaines choses, on va pouvoir les faire avec quelqu'un d'autre, avec des amis, avec, nos proches et en fait, si on attend que la personne, elle remplit tous nos besoins, bah, en fait, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre, dans la relation. En fait, ça aussi, c'est souvent des blocages inconscients. Tu penses que c'est normal que l'autre réponde à tes besoins, que c'est la nature du couple. Ça, c'est faux. Clairement, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, dans les personnes que j'accompagne, et qui vont se dire, ben, c'est normal, s'il n'a pas fait ça, il n'a pas comblé un de mes besoins, il n'a pas fait ça, donc il m'a manqué de respect, par exemple. Et ça va créer des distorsions dans la relation. Or, et voilà, c'est justement à chacun d'apprendre à combler ses besoins par lui-même et de faire que justement tu puisses seulement partager avec l'autre et pas attendre de l'autre quelque chose qui viendrait te compléter ou te faire te sentir bien. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant et je pense que ça permet déjà de donner un premier regard, tu vois, sur, ce sujet qui est hyper vaste et hyper complexe, mais en tout cas, ça permet, ouais, voilà, d'avoir déjà des premières
clés pour comprendre un peu peut-être les blocages que les personnes qui nous écoutent peuvent ressentir dans leur relation et comment faire, tu vois, pour justement s'en libérer. Bien que je pense, hein, ça c'est mon avis personnel, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense que tout au long de notre vie, en fait, on doit travailler là-dessus parce que, on guérit pas du jour au lendemain et un blocage qu'on a guéri peut ressurgir quelques temps plus tard, parce qu'on va vivre un événement, enfin voilà, donc je pense que c'est un travail aussi, qui dure, toute la vie. Je sais pas si c'est ton point de vue, mais personnellement, moi, c'est ce que je pense aussi. Oui, je suis assez d'accord sur ça. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a différentes étapes, en fait, si tu veux, du travail. Et c'est un travail d'une vie, c'est sûr. Et en même temps, dans le reste de ta vie, tu vas avoir sur d'autres niveaux, à d'autres niveaux de subtilité, etc. En fait, c'est comme quand tu apprends un métier. Au début, tu apprends les bases et à la fin, tu deviens expert. Tu apprends des trucs que les gens se disent, mais c'est un ouf, tu vois. Donc, tu vas toujours apprendre, mais ce sera pas au même niveau. Tu répètes pas toujours la même chose. Tu vois, tu apprends à devenir finalement expert dans la matière quelque part. Donc effectivement, c'est le travail d'une vie. Si tu as envie de faire de ta vie ce travail-là aussi, c'est pas. Il y a des personnes qui restent dans l'inconscience d'eux-mêmes toute leur vie et qui font ce choix-là. Ouais, en soi, après, chacun fait ses choix pour sa propre vie. On est tous responsables de sa vie et de ce qu'on a envie d'en faire. Mais effectivement, je pense, un travail. En tout cas, quand tu as commencé à faire un travail déjà profond, après, tu es en conscience et tu es en mesure de pouvoir. Bon, voilà, tu as les clés, tu as les premières bases du métier, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et si, des personnes qui nous écoutent, ont envie de faire appel à toi pour, justement, travailler sur, des problématiques qu'ils peuvent, rencontrer, en amour, comment ils peuvent, faire, enfin, comment tu peux les aider? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, pour pouvoir entamer, ce travail avec toi? Ils peuvent me contacter déjà pour commencer. Donc moi, vous pouvez me contacter directement sur mon compte Instagram Mission Bonheur. Donc voilà, tu mettras, j'imagine, en description. Mon site internet aussi, www.missionbonheur.com. Voilà, principalement, j'ai aussi un compte Facebook Astrid Clément, sur lequel je suis aussi joignable. Voilà, donc pour me contacter, et après la démarche, elle est simple. L'idée, c'est effectivement de pouvoir déjà échanger sur quelle est la demande de la personne, qu'est-ce qu'elle rencontre comme problématique, au moins dans les grandes lignes, et puis voir par rapport à ça si je peux l'aider, comment je peux l'aider. Et puis à ce moment-là, on prend un appel au téléphone, où on voit comment voilà, je peux l'accompagner, et puis on détermine un plan d'action ensemble pour sa situation, pour que justement elle puisse aller vers la relation qu'elle désire, et puis après elle voit si elle a envie que je l'accompagne dans ce chemin-là, et quel type de programme correspond à sa problématique. Je fais un programme sur 4 mois, un programme sur 6 mois. Parfois, quand c'est des cas spécifiques, je peux proposer à la séance. Donc voilà, pour avoir vraiment les résultats et les programmes de transformation, on est vraiment sur un minimum de 4 mois pour vraiment avoir une vraie transformation de vie. Il y a un avant, un après, et là les clients me disent Astrid, t'as changé ma vie. Voilà, c'est vraiment le goal, c'est vraiment d'avoir une vraie transformation, quoi, et que ça change vraiment et concrètement. OK, bah, écoute, super, je mettrai, toutes les informations dans, la description du podcast. Et écoute, pour finir, j'ai une dernière question à te poser. Si demain, tu vois, tu, rencontres une personne, qui ne croit plus en l'amour, qu'est-ce que toi, tu lui dirais? Ça m'est arrivé rien qu'hier. En fait, tu vois, je vais te dire comment j'ai fait. Je l'ai fait en 2 étapes. Déjà, je l'ai reconnecté à son vrai désir. Donc, quelqu'un qui croit plus en l'amour, quelqu'un qui va te dire oui, mais non, j'y crois plus, puis de toute façon, j'ai plus envie. Et en fait, de la faire reconnecter avec son envie, en fait. Au fond, de trouver l'amour, si elle enlève ses peurs, si elle enlève ses blessures, si elle enlève tout ça. Et ce que je veux dire, déjà dans un monde idéal, est-ce que, en fait, t'aimerais pas juste être bien en amour dans cette relation que tu vivrais? Si, dans un monde idéal, c'est ce que j'aimerais. Ok. Et ensuite, la question que j'aimerais poser à ces personnes-là, c'est est-ce que tu préfères dans ta vie être guidé par tes rêves ou par tes peurs? Voilà. Et après, je pense que ça permet de remettre les pendules à l'heure. Oui, je pense que c'est une très bonne question. Merci beaucoup pour, tout ton partage et est-ce que, tu as un dernier mot de la fin à nous partager? Alors, merci déjà aussi à toi de m'avoir reçu sur ce podcast. Un dernier mot de la fin. Ce qui me vient, c'est vraiment aimez-vous. Et tu vois, c'est intéressant, aimez-vous, parce qu'il y a vraiment cette notion cette double notion de aimez-vous entre vous et aimez-vous vous-même. Et je pense qu'en fait, ça commence par là. C'est déjà, ok, ça fonctionne pas à l'extérieur dans mes relations. Je vais commencer par me recentrer sur moi. Ok, je prends ce temps-là. J'accepte de m'offrir ce temps-là, de me dire ok, je vais arrêter de courir entre guillemets après l'amour et de me dire ok, là je prends ce temps-là pour moi et de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est un petit peu amener sa voiture en révision, arrêter qu'elle tombe en panne tous les 15 jours et que pour une bonne fois pour toutes, on puisse voir où est le problème, régler le problème et qu'elle puisse rouler encore pendant des années. Donc c'est faire un petit temps de pause
et prendre le temps de... Voilà, et ça aussi, je pense, c'est de l'amour pour soi. Prendre ce temps-là pour soi, de s'apporter ce soin. Bah écoute, merci Astrid. Avec plaisir.